Bon, merci pour cette invitation. Merci d'être venu. Donc, je vais vous présenter en partie des travaux que nous avons conduits au laboratoire psychologie et neurocognition, mais aussi que j'ai eu l'occasion de mettre en relief avec une réflexion que l'on poursuit à Grenoble depuis plusieurs années, avec des membres, entre autres, du GIN, mais aussi de l'Institut de philosophie, sur la conscience dans tous ses états. Et nous avons organisé plusieurs journées, dont l'une d'elles s'appelait le voyage mental. Et le thème qui a été choisi cette année pour la semaine du cerveau connecté ou déconnecté, a vraiment résonné pour moi. C'est pour ça que j'ai proposé cette intervention en relation justement avec cette notion d'être présent, de ne pas être présent, et qui est présent. Donc, je vais vous parler des clignements des yeux comme révélateur de ce qui se passe dans notre tête, et de ce qui se passe dans notre tête qui est ailleurs, qui n'est pas ici, et qui n'est pas maintenant. Donc, cette notion de déconnexion. Alors, je vais partir sur le principe de la connexion ou de la déconnexion avec des notions très générales. On peut dire que notre monde physique, donc représenté par la lettre phi ici, et notre monde psychique sont associés. Notre monde psychique, notre mental, il est alimenté par tout ce que nous recevons de notre environnement. Et aussi, il échange avec l'environnement, avec toutes les actions que nous avons sur notre environnement. Donc il y a entre les deux une interface que les spécialistes appellent l'Umwelt. Alors les spécialistes, ce sont les éthologues qui considèrent que finalement, nos relations avec notre environnement, elles dépendent essentiellement de notre monde sensoriel d'abord. On vit dans une sphère sensorielle et on interagit avec l'environnement uniquement parce qu'on voit, parce qu'on entend, parce qu'on touche, parce qu'on sent, alors qu'il y a plein d'autres choses dans le monde. Et si un chien était ici, il sentirait des odeurs que moi je ne sens pas. Et moi, j'entends des sons différemment de lui, je vois des couleurs que le chien ne voit pas. Donc même si j'ai un chien ici, on n'est pas dans le même monde. Et parce que c'est le monde de ce que nous recevons. Donc, c'est notre sphère sensorielle. Mais réciproquement, le monde intérieur, mon monde psychique, il agit sur mon monde physique par mes organes moteurs, par ma capacité de manipuler, de marcher, etc. Et un autre animal, par exemple, ne vit pas comme un humain sur le campus parce que un écureuil, par exemple, il se déplace sur les arbres, moi je me déplace sur les allées, et donc on vit dans le même monde réel, mais on n'est pas dans le même monde psychologique, on ne vit pas dans le même monde. Vous savez, quand vous traversez une ville à pied ou en voiture, que ce n'est pas la même ville. Donc c'est vraiment la sphère motrice et la sphère sensorielle qui sont l'interface entre les deux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment ce qui se passe à l'intérieur de notre psyché, indifféremment, indépendamment ou en partie indépendamment du monde physique. Donc l'activité mentale, elle varie aussi hors contexte. Donc il y a une certaine déconnexion, puisque quand je me souviens, quand j'imagine, quand je rêve, j'ai des pensées, j'ai des impressions, etc., j'ai des intentions qui ne se manifestent pas ni dans mes mouvements et qui ne proviennent pas de l'environnement présent immédiat. Et donc l'activité mentale, elle apparaît occasionnellement dissociée, déconnectée de la matière observable, comme s'il y avait une activité psychique, ce petit plus de la matière que parfois, au XVIIe siècle, on appelait l'âme ou une conscience. Aujourd'hui, on dit la mémoire, la cognition, et qui, pendant longtemps, était uniquement accessible par le langage. Et c'est pour ça que, pendant longtemps, on considérait que les animaux n'avaient pas cette conscience, puisqu'il n'y a pas de relation
au-delà du langage pour vous parler de quelque chose qui se trouve ailleurs que ici et maintenant. Mais au XXe siècle, le XXe siècle nous a offert un accès à ce qui se passe dans le crâne, avec au début l'électroencéphalographie et puis les progrès de l'imagerie fonctionnelle, qui montrent des corrélations, des correspondances matérielles, physiologiques, qui avaient été jusque-là inaccessibles, entre ce qui se passe dans le cerveau, dans la tête, et l'activité mentale. Donc ce sont des liens entre le mental et l'esprit, et aujourd'hui, la plupart des scientifiques considèrent que, eh bien, il y a une correspondance entre l'activité mentale et l'activité neuronale ou cérébrale. Cérébrale veut dire du cerveau, neuronale, des cellules du cerveau. L'activité cérébrale, donc, comme l'activité mentale, elle dépend directement du contexte, du point de vue, évidemment, des entrées sensorielles. On a des zones du cerveau qu'on appelle les aires sensorielles, et si je bouge ma main ou si je bouge mon pied, ce n'est pas la même partie du cerveau qui va être plus active. Et même selon que c'est un doigt, l'autre doigt ou le troisième doigt, on a différentes parties du cerveau qui vont s'activer. C'est ce qu'on appelle les aires sensorielles motrices primaires. Et de la même façon, si je sens quelque chose sur un doigt, sur un autre doigt, ou par ma vision, c'est une autre partie du cerveau qui va être activée. Donc nous avons des aires sensorielles spécifiques, nous avons des aires motrices spécifiques. Si je bouge un bras ou une jambe, ce n'est pas pareil. Et puis quand je programme un mouvement, eh bien, il y a encore d'autres aires qui jouent et qui annoncent que j'ai des intentions, ce qu'on appelle les aires préfrontales. Donc l'activité cérébrale, elle dépend des entrées et des sorties, mais elle fonctionne aussi indépendamment de ce qui se passe tout autour. Et là, l'activité cérébrale, elle est mesurée par des systèmes qui sont surtout basés sur le flux sanguin qui alimente les cellules qui sont plus ou moins actives. Plus elles sont actives, comme nous, quand on est actif, on s'essouffle, ça veut dire qu'on consomme de l'oxygène qui vient du sang. Et ce que l'on observe, c'est que lorsque l'on se souvient de quelque chose, on active les mêmes, en grande partie, pas exactement, en grande partie les mêmes aires cérébrales que celles qui s'activent lorsqu'on mémorise quelque chose. Donc on fait des tests, on demande à des gens de mémoriser des choses, et puis ensuite, on leur demande de s'en rappeler, on regarde quelles choses ont été mémorisées, quelles choses ont été rappelées, et on se rend compte que c'est les mêmes aires cérébrales au moment de l'encodage, l'engrammage, ce qu'on appelle la mise en mémoire, et dans le moment de la restitution, on a des aires communes qui s'activent. De la même façon, lorsque on imagine quelque chose, eh bien, on a des aires cérébrales qui s'activent, et on remarque que c'est aussi grossièrement les mêmes aires qui s'activent lorsque on se rappelle un souvenir, lorsqu'on s'imagine quelque chose. Vous pouvez vous rappeler de la dernière fois que vous êtes venu à la bibliothèque. Vous pouvez aussi vous imaginer la prochaine fois que vous viendrez à la bibliothèque. Vous pouvez aussi vous imaginer quelque chose qui ne s'est pas passé. Dans les trois contextes, dans les mêmes zones du cerveau qui s'activent, selon qu'on s'imagine quelque chose pour le futur, donc qui n'a pas encore existé, quelque chose du passé qui a peut-être, sans doute, approximativement existé, on a les mêmes aires qui s'activent et on a les mêmes profils dans les différentes aires du cerveau. On a les mêmes profils. Donc le cerveau, il fonctionne un petit peu avec et hors de l'ici et du maintenant. Et c'est évidemment une de nos capacités principales, d'être capable aussi de ne pas être obligé de faire tout ce qu'on veut pour savoir ce que ça va donner, la capacité d'imagination. Alors, il y a eu, dans les débuts des années 2000, beaucoup de travaux sur ce qu'on appelle les neurones miroirs. On s'est rendu compte que lorsque l'on effectuait un geste ou lorsque l'on voyait quelqu'un effectuer un geste, eh bien, les mêmes aires s'activaient.
Donc au début, on appelait ça des aires motrices, parce que c'était les aires qui nous faisaient bouger. Mais en même temps, ce ne sont pas seulement des aires de ma motricité, c'est aussi les aires de la motricité de l'autre. Donc c'est une espèce d'identité. Et donc il y a dans mon cerveau ma représentation aussi du mouvement des autres. Alors ça, c'est un exemple qui n'a pas été fait sur des mouvements du bras, mais des expressions des émotions. On demande à quelqu'un de sourire, et on demande à quelqu'un de regarder quelqu'un qui sourit. Et puis on demande à quelqu'un de faire un visage triste, et puis pareil. Et ce sont les mêmes aires qui s'activent lorsque l'on produit les mouvements d'expression du visage et lorsque on regarde la personne qui produit ces expressions du visage. Ce sont des expressions forcées. Hein, et voilà. Et puis évidemment, comme vous vous en doutez, lorsque l'on rêve, eh ben, on a une activité mentale qui nous fait voyager ici ou ailleurs. Et quand on regarde le profil de l'électroencéphalographie, vous savez, c'est ce système qui permet de recueillir ce qui se passe à l'intérieur du cerveau à sa surface, eh bien, on voit que l'activité, les ondes cérébrales, les ondes bêta et les ondes gamma, par exemple, ne sont pas les mêmes au moment où le sommeil est sans rêve et le moment où le sommeil est peuplé de rêves. Lorsqu'il est peuplé de rêves, on a les yeux qui bougent derrière les paupières. Ils ne voient rien, les paupières sont fermées, les yeux bougent derrière les paupières, et ce qui est très caractéristique, c'est qu'on a des ondes qu'on appelle bêta et des ondes gamma, qui sont des ondes qui sont actives lorsque vous regardez de façon attentive quelque chose, l'activité cérébrale n'est pas la même, et on retrouve cette même activité cérébrale caractéristique de l'attention visuelle pendant le sommeil. Donc, un peu comme si on regardait un film à l'intérieur de notre tête, alors que les yeux sont fermés. Alors, on dit parfois que les yeux sont le miroir de l'âme. En physiologie, on dit, ou en anatomie, en développement, on dit que ce sont les extensions du cerveau. Parce qu'au fond de mon œil, j'ai la rétine, elle est faite de neurones, c'est-à-dire de cellules de cerveau. Et les yeux, finalement, c'est une extension du cerveau. Mais je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler de phénomènes plus périphériques. Et je ne vais pas vous parler de vision. Je vais vous parler d'un autre phénomène qui n'est pas impliqué directement dans la vision, qui est le clignement des paupières. Alors pourquoi cligne-t-on des paupières ? Eh bien, est-ce que c'est pour protéger la cornée ? Ben, sans doute, hein, on connaît le clignement réflexe. Ça permet d'étaler le film lacrymal, c'est-à-dire cette substance un peu épaisse qui fait que notre loupe, si vous voulez, le cristallin, la cornée qu'il recouvre sont bien lisses et de meilleure qualité, mais pas uniquement. Un adulte au repos, comme vous l'êtes, plus ou moins, peut-être pas tout à fait, on verra pourquoi, il cligne à peu près 15 fois par minute. Ça fait à peu près 4 clignements, un clignement, pardon, toutes les 4 secondes. 15 clignements par minute. Chez les nouveau-nés, 2 clignements par minute. Et les nouveau-nés n'ont pas les yeux secs, et les nouveau-nés se portent très bien avec leurs 2 clignements par minute. Donc on en déduit que finalement, il y a autre chose dans le clignement des yeux que la protection de la cornée, sinon nos pauvres bébés, ils souffriraient. Lorsque nous sommes en activité mentale, comme on va avoir de nombreux exemples, ça peut monter à 25, 30 clignements par minute, toutes les 2 secondes. Alors pourquoi tant de blink, comme on les appelle dans le jargon, pourquoi tant de clignements? Alors j'ai commencé à travailler là-dessus avec Emmanuel Descroix, qui s'intéressait au langage non verbal et me disait « Ah, les bébés ne clignent pas des yeux ». J'étais très étonné, je n'avais jamais entendu ça. J'ai demandé à mes collègues du Baby Lab, ils ont dit « Jamais vu ça ». J'ai dit « Allez, on va étudier ça ». Et on a utilisé tout un corpus de données qui provenaient
de films qui avaient été pris de mamans qui nourrissaient leur bébé au biberon. Et on a confirmé qu'effectivement, les bébés clignent très peu des yeux. Et puis on s'est dit, on va prendre les mamans comme témoins, hein, enfin comme contrôle. On a un bébé et un adulte, on regarde chez les mamans. Et les mamans clignent beaucoup plus que les bébés, mais 6 fois par minute. Tout à l'heure, je vous ai dit 12, 15 fois par minute. Donc les mamans clignaient très peu des yeux. On s'est demandé pourquoi. Voilà. On a fait d'autres expériences. On a demandé à des gens de trier des pièces de monnaie sous un cache. Donc c'était un test haptique, comme on dit, hein, un test du toucher, la manipulation. Donc la personne ne voyait pas les pièces et elle devait trier les pièces. C'était la condition focale, si vous voulez. Et puis comme condition de contrôle, on lui disait, reste simplement, vous ne bougez pas vos mains. Voilà. Et puis un autre, on leur dit, vous touillez les pièces, mais vous les manipulez. Vous les rangez pas, mais vous les manipulez. Donc, on avait 3 conditions où elle fait rien, elle touille les pièces, ou elle trie les pièces selon leur taille pour les mettre en tas. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, en condition de contrôle, 12 de clignements par minute. Au moment où elle les touille, mais sans intention particulière, on monte à 15, c'est-à-dire au niveau de base. Et puis, quand elle trie, alors là, ça montait vraiment très haut, beaucoup plus haut qu'on ne pouvait s'y attendre, jusqu'à 30 et plus par minute. Alors, dans la littérature, on trouve beaucoup de travaux sur le clignement des yeux qui dit que ça sert dans la conversation. Parce que quand on regarde quelqu'un qui nous parle, on cligne des yeux, l'autre cligne, etc. Et on trouve des changements au moment où il y a des ruptures dans le langage. Donc, on a regardé un petit peu la littérature. La littérature parle donc de la conversation. Qu'est-ce qui se passe dans le langage? Dans le langage, on parle de quelque chose qui est ailleurs, donc on est déconnecté, et on le fait partager à quelqu'un d'autre. Alors, les premiers chercheurs se sont demandé si c'était simplement le mouvement des mâchoires. Donc, ils ont fait mâcher du chewing-gum à des gens, et à d'autres, ils leur ont demandé de parler. Et on voit que quand on mâche du chewing-gum, effectivement, ça monte un petit peu, mais quand on parle, ça monte bien plus. On a regardé, on a comparé ça à nos mamans, et on est allé voir dans les films qui avaient été pris de la maman qui nourrissait le bébé, au début des films et à la fin des films, elle parlait à la personne qui la filmait. Elle disait ah, tout est bien, tout est installé. Et quand elle parlait avec un adulte, eh bien, elle clignait beaucoup plus. Et on a aussi regardé quand elle parlait au bébé, parce qu'il y a des moments où elle soignait le bébé sans rien dire, et des moments où elle parlait au bébé. Mais quand elle parlait au bébé, elle clignait encore moins des yeux. En fait, quand une maman parle au bébé, elle ne parle pas de la même façon. Ce n'est pas vraiment du langage, elle ne parle pas d'ailleurs. Elle ne lui dit pas, tu sais, quand j'étais petite, ou etc. Elle lui disait plutôt, alors ça va mon boubou, voilà, ce genre de choses. Et elle avait aussi un autre type de langage, baby talk. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui ne relève pas uniquement du verbal, de la communication, selon le type de communication, on n'a pas la même chose. Alors on a mené une série d'expériences de course au trésor. Alors le principe, il est relativement simple, mais il faut bien le retenir. On demande à une personne d'aller faire un trajet. Donc on lui dit, voilà, tu sors par la porte, tu vas trouver les escaliers, tu montes au 2e étage, la 3e porte à gauche, tu l'ouvres, tu rentres, tu vas trouver des dossiers, dans le dossier que tu ouvres, tu vas trouver un nom, tu apprends le nom par cœur, tu refermes, tu descends, etc. On lui donnait tout l'itinéraire, et la personne faisait tout l'itinéraire. Quand elle avait fini son itinéraire, elle se mettait en face d'une autre personne qui devait à son tour faire le même itinéraire. Donc il y avait du contenu dans ce qu'elle disait, hein, on contrôlait le contenu, et cette personne devait bien écouter, parce que sinon elle ne pouvait pas faire la course au trésor derrière. Donc on était dans une situation de conversation, qui n'est pas naturelle évidemment, on est dans une situation de laboratoire, mais en tout cas on arrive à contrôler qu'il s'agit bien d'un
d'une personne qui transmet une information à une autre. Et donc, on se trouve dans cette situation focale où vous avez une première personne qui fait la course au trésor, qui explique l'itinéraire à une deuxième, on l'appelle le locuteur, et l'autre, on l'appelle l'écoutant. Voilà, qui est l'écoutant qui sera tout à l'heure, par la suite, un locuteur à son tour. Et on a comparé ça à des gens qui sont tout seuls et qui ne parlent pas et qui n'écoutent pas les mêmes personnes pour pouvoir faire le contrôle. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que quand les gens sont silencieux, ils clignent moins des yeux que lorsqu'ils parlent ou lorsqu'ils écoutent. Ils clignent surtout quand ils parlent, un petit peu moins quand ils écoutent. Donc, visiblement, dans ce voyage mental, puisque les personnes ne sont pas en train de marcher, eh bien, le clignement des yeux augmente. Alors, est-ce que c'est vraiment le contenu? On a fait un autre test. On demande à la personne de marcher, elle s'assied, et elle en écoute un qui lui raconte la même histoire. Tu passes par ici, etc. Elle connaît tout l'itinéraire, elle vient de le faire. L'autre a déjà fait l'itinéraire, elle lui raconte l'itinéraire, tout en sachant que l'autre s'en fiche complètement parce qu'elle a déjà fait l'itinéraire. Donc on est dans une répétition, un discours insipide, quelque chose qui n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'on observe dans ce cas-là? Eh bien, que la personne qui parle, elle est au même niveau qu'elle dise quelque chose de complètement inintéressant pour le prochain, ou qu'elle s'adresse à lui, et l'autre, écoute, qui n'écoute pas, beaucoup moins. Donc, il semble bien que ce soit l'activité mentale qui est nécessaire, que vous répétiez le même trajet, que vous disiez le trajet la première fois, ou que vous le répétiez la deuxième fois, on est à peu près dans la même situation mentale. On n'est pas dans la même situation de communication, mais on est dans la même situation interne. Et l'écoutant, lui, il n'est pas dans la même situation d'écoute, mais il n'est pas dans la même situation interne. Et on voit donc, il semble bien que finalement, ce n'est pas un acte de communication que de cligner des yeux, mais c'est l'activité interne, individuelle, qui détermine le clignement des yeux. On peut aller plus loin, on leur a dit, tu dis simplement A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ou 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu fais l'alphabet, tu dis une série de chiffres, et on verra bien ce que ça va donner. Donc il y a une personne que j'appelle l'écoutant, mais qui n'est pas vraiment un écoutant. Le parleur, il parle. Et dans cette situation-là, par rapport à la situation de base, eh bien, celui qui entend n'importe quoi ne réagit pas plus que quand il est tout seul. Et dans la récitation. Par contre, lorsqu'il parle, donc ça c'était pour vérifier sur les mêmes sujets, on retrouve l'effet connu. Donc la personne qui parle, même si elle dit des trucs qui n'ont aucun intérêt, a quand même une activité qui augmente, pas autant que quand elle dit quelque chose d'intérêt, mais ça augmente. Par contre, la personne qui écoute la récitation, elle reste au niveau de base. Finalement, le dernier essai, ça a été le suivant. C'est qu'on s'est dit, maintenant, vous mettez assis l'un en face de l'autre, et il y en a un qui va dire l'itinéraire. Donc, il s'imagine dans sa tête, mais il est muet, il ne dit rien, il ne parle pas. Il dit juste, dans sa tête, tu passes par la porte, tu montres, mais il est devant l'autre, et il ne dit rien. Et l'autre, évidemment, n'entend rien, parce que, jusqu'ici, on n'a pas réussi à montrer de transmission de pensée. Et donc, on a comparé ça aux deux l'un en face de l'autre, qui sont silencieux, sans que celui-là ne soit en train de s'imaginer, qu'il décrit l'itinéraire. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que même si vous parlez dans votre tête, en tout cas, même si ces personnes parlaient dans leur tête, elles arrivent à un niveau équivalent lorsqu'elles parlent dans leur tête que lorsqu'elles parlent à voix haute. Donc parler dans sa tête ou parler à voix haute, c'est pareil. Par contre, pour celui qui écoute, écouter vraiment quelqu'un et ne
par entendre quelqu'un qui ne parle pas, évidemment, la personne reste au niveau de base. Alors, on a une collègue au LPNC qui travaille sur ce qu'elle appelle la petite voix dans la tête. Vous savez, souvent on se parle à soi-même. Et elle avait mené un travail avec Jérôme Clair, donc c'est Even Leeuwenbruck a travaillé avec Jérôme Clair. Ils ont voulu voir s'il y avait des traces à l'extérieur de ce qui se passe lorsqu'on parlait dans la tête. Et ça nous a intéressé, on a dit, est-ce que vous pouvez aussi regarder les clignements des yeux? Alors le paradigme était le suivant, une personne était mise devant des scènes visuelles, elle regardait les scènes visuelles, et puis ensuite, on lui demandait, après avoir vu la scène visuelle, soit de se la représenter dans sa tête, soit de la décrire dans sa tête. Donc, soit de façon juste visuelle, elle s'imagine, mémoire visuelle, ou alors mémoire verbale. Et elle a comparé ça au vagabondage mental. On laisse une personne tranquille, elle pense à ce qu'elle veut, voilà. Et de temps en temps, on lui demande, ça va, à quoi tu pensais? Est-ce que tu te représentais quelque chose? Est-ce que tu parlais dans ta tête ou tu faisais juste rien? Ben, je faisais juste rien. Et dans ce cas-là, on le prend si elle faisait juste rien. Donc, ils ont regardé l'activité électrobiographique, c'est-à-dire est-ce que les muscles ont une petite activité quand même, alors qu'on parle dans sa tête sans parler, est-ce que les muscles le montrent? Et ils ont testé le front, les joues, la lèvre, le menton, le cou. Et nous, on a regardé les clignements des yeux. Eh bien, ils ont été un peu déçus parce que les clignements les mouvements du visage étaient nuls. Ils n'ont pratiquement rien trouvé, un peu de mouvement sur les joues dans certaines conditions particulières. Alors que du point de vue du clignement des yeux, on a retrouvé ce qu'on attendait, c'est-à-dire que lorsque la personne ne réfléchit pas à quelque chose de précis, le taux est plus bas que lorsqu'elle se parle dans sa tête, et une descente par contre lorsque la personne est en visualisation. Alors on reviendra peut-être là-dessus. Là maintenant je vais juste continuer avec une dernière petite expérience un peu rigolote qui a été faite par des États-Uniens. Ils ont demandé, alors il est connu que le clignement des yeux est modifié par le mensonge. Et on dit en général que lorsqu'une personne ment, elle garde les yeux ouverts. Et l'idée, c'est que lorsqu'une personne ment, elle doit être attentive à l'extérieur et elle ne peut pas fermer ses yeux parce qu'elle risque de manquer des indices importants. Par contre, lorsque le mensonge est fini, le taux de clignement des yeux remonte, comme s'il fallait rattraper ce qui s'est passé avant. Et c'est effectivement ce qu'ils ont montré. Alors, leur paradigme, il est rigolo. Ils ont demandé à des étudiants d'aller en cachette dans le bureau d'un prof et d'aller piquer le sujet d'examen. D'accord? Et ensuite, ils ont interrogé la personne en lui disant où est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu as fait, etc. Et ils ont trouvé, c'est pas très fort mais c'est significatif, qu'effectivement le clignement des yeux baissait un petit peu pendant le mensonge, mais surtout qu'il augmentait énormément après le mensonge. Alors que ceux qui disaient la vérité, parce que c'était comparé à des gens qui n'avaient rien volé du tout, et eux, chez eux, ça ne change pas, ni avant ni après qu'on leur dit « Est-ce que tu étais dans le bureau de machin à tel moment ?» Ils disent « Non, je n'étais pas. » Il n'y a pas de différence entre avant et après le mensonge, alors qu'il y a une très grande différence ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut... on se dit qu'il y a peut-être un effet, effectivement, de la tension visuelle, parce que lorsque vous clignez des yeux, vous perdez le contact avec le reste du monde. Et donc, on a refait une dernière expérience où la personne devait soit trier les pièces de monnaie à l'abri du regard, soit elle pouvait se servir de ses yeux. Et on obtient alors quelque chose de très fort, c'est-à-dire que lorsqu'elle, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'elle trie les pièces, son taux de clignement augmente énormément par rapport au contrôle. Et par contre, lorsqu'elle trie avec les yeux ouverts, elle ne ferme pas les yeux. Elle trie le plus vite possible et elle n'interrompt pas, elle ne se déconnecte pas du monde visuel. Alors voilà, la conclusion, c'est que
les variations de clignement spontané des yeux accompagnent surtout des augmentations d'activité mentale et donc d'activité cérébrale, donc du cerveau. On voit qu'ils sont inhibés par l'attention visuelle. Il faut dire qu'ils nous coupent de l'ici et de l'ailleurs. Et puis on a des hypothèses maintenant là-dessus en se disant que chaque fois qu'on ferme des yeux, on se coupe du monde. Et ça veut dire quand même qu'il y a toutes les entrées visuelles qui sont essentielles dans notre mode de fonctionnement humain. Toutes les entrées visuelles sont bloquées pendant une fraction de seconde. Et pendant ce temps-là, il y a tout un remaniement finalement de l'organisation. Et peut-être que le clignement des yeux, c'est notre hypothèse, serait un faible moment de déconnexion du monde pour pouvoir engrammer, pour pouvoir réorganiser les choses indépendamment de ce qu'il y a autour de soi. Alors, en général, dans les méthodes d'imagerie cérébrale, quand on étudie le cerveau, les clignements des yeux, c'est des parasites. C'est-à-dire que quand vous faites un enregistrement électroencéphalographique, par exemple, vous savez, vous avez des électrodes sur la tête, et quand vous clignez des yeux ou quand vous bougez la bouche, les muscles font des phénomènes électriques qui polluent l'enregistrement. Donc en général, dès qu'il y a des clignements des yeux, on les enlève. On les met à la poubelle, si vous voulez. Et on pense que ce serait utile de venir voir justement à quel moment on cligne des yeux, qu'est-ce qui se passe juste avant et qu'est-ce qui se passe juste après. Et voilà. Alors, ça ne demande pas l'appareillage coûteux. On peut récupérer des données brutes, parce que les expériences que nous avons faites, vous pouvez les faire vous-même. Hein. Il suffit d'avoir une caméra et puis quelqu'un qui veut bien compter. Je ne vous ai pas ennuyé avec les méthodes, parce qu'on faisait ça en double aveugle, avec des gens qui ne savaient pas si les mamans... On ne savait pas... devaient juste compter les clignements des yeux. On comparait des comptages qui étaient faits par différentes personnes, mais à part ça, il n'y a pas besoin d'appareillage coûteux. Donc, on pourrait récupérer beaucoup de données brutes sur des milliers et des milliers d'heures qui existent maintenant d'enregistrement en imagerie cérébrale ou en électroencéphalographie. Voilà. Les moments des clignements des yeux sont écartés en général. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai mis les noms là de mes collègues du collectif Carmen et Emmanuel Descroix qui a fait sa thèse sur les clignements des yeux, d'où qui venait la plupart des expériences que vous avez vues, et Olivier Kier qui a travaillé avec Hélène Levenbruck sur l'expérience, sur la petite voix dans la tête et le vagabondage mental. Merci. Voilà, nous avons 25 minutes d'échange. Oui, je répète la question. Hein. La question qui m'est posée, c'est l'observation de certaines personnes qui clignent abondamment des yeux sans qu'on voit aucun rapport avec le contexte. C'est bien ça. Et là, je rajoute, ça nous semble un petit peu particulier. Ces personnes il peut y avoir jusqu'à un malaise. Alors, je dirais même réciproquement, il y a des gens qui clignent très peu des yeux. Et on ne le remarque pas tout de suite. Et quand mais souvent, ces personnes semblent bizarres. Alors, dans le spectre des syndromes autistiques, par exemple, on sait que les personnes autistes clignent moins des yeux, en tout cas dans les contextes dans lesquels on les enregistre. Voilà une chose que je peux vous dire. Une deuxième chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a un effet très robuste dont je n'ai pas parlé ici, c'est que lorsque l'on enregistre les clignements des yeux d'une personne puis d'une autre personne, au repos, d'accord, on a une très forte corrélation. C'est-à-dire qu'on a chacun notre façon de cligner. Vous clignez peut-être 12 fois par minute au repos. Moi, je cligne peut-être 16 fois par minute. Quelqu'un d'autre, ce sera 14. Et c'est très stable. Lorsqu'on refait des mesures, on retrouve toujours la même chose. Donc, il y a des profils. Et par contre, c'est complètement déconnecté de la façon dont ils clignent lorsqu'on leur demande de trier des pièces ou de raconter un itinéraire. Je ne peux pas vous en dire plus. Je suppose qu'ils ont une autre façon de traiter l'information parce que c'est l'hypothèse que je vous ai donnée à la fin. On a l'impression que le clignement des yeux est une façon de participer. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, certains chercheurs pensent qu'on ne réfléchit pas ou on ne pense pas uniquement avec son cerveau. Vous avez entendu parler les viscères participent, le système hormonal, etc. Et finalement, cligner des yeux, c'est une façon
Vous savez, quand vous pensez, parfois, vous ne maîtrisez pas vos pensées. Parfois, ça peut être maladif, mais en général, vous dites, il faut que je réfléchisse à ceci, ou il faut que je me rappelle de cela. Donc, vous dirigez un petit peu votre attention à l'intérieur de vous-même. Et donc, on gère quelque chose d'une certaine façon, sa façon de penser. Et moi, nous, on se demande si, justement, cligner des yeux, ce n'est pas une façon de gérer sa façon de penser. Or, on a chacun notre façon de penser. Il y a des gens qui ont une mémoire visuelle, d'autres une mémoire auditive. Et peut-être que ces gens-là ont une autre façon de penser, mais je n'ai pas de données sur les clignements anormaux. Les premières anomalies qu'on a rencontrées, qui sont normales, c'est les bébés. Ça change avec l'âge. Vers l'adolescence, ça devient tranquille. Avant 3 mois, c'est très lent. Puis après, ça commence à augmenter. Vers 5-6 mois, ça commence. Il y a l'apparition du langage. C'est là qu'il y a véritablement une augmentation. C'est pour ça que... Voilà, mais, voilà. Donc, ce qui est vrai que le langage nous demande aussi de partitionner notre pensée. Donc, peut-être que ça participe à ça. La maman ne cligne pas beaucoup. Voilà. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. On trouve de tout dans la nature. Vous n'avez pas fait d'études sur des personnes qui ont des problèmes psychiques ou des personnes âgées qui ont un cerveau peut-être un peu plus... Alors, les clignements des yeux sont très peu étudiés. En fait, en général, vous demandez à Louise, lorsqu'on se lance, on met un doctorant sur une thématique, en général, il y a je veux te dire un chiffre, des dizaines de milliers d'articles parfois, en tout cas des milliers. Sur le clignement des yeux, il y en a très peu. Quelques centaines, on n'atteint pas 2000. Donc il y a peu de connaissances et on n'a pas trouvé beaucoup de travaux sur les anomalies. On a fait des expériences pilotes avec Lydia Oujamaha, qui est médecin spécialiste du coma. Et on a regardé des gens sous coma, est-ce qu'ils clignaient des yeux différemment? On n'a pas trouvé. Alors, c'était une expérience pilote, mais elle n'a rien donné. Elle n'a rien donné. Les gens, voilà, donc c'est. Disons que le problème, c'est qu'on a sans doute 2 ou plus encore d'effets antagonistes, l'attention visuelle qui inhibe et l'activité cérébrale qui augmente. Quand vous avez une attention visuelle, vous avez aussi une augmentation de l'activité cérébrale. Donc, vous avez des effets contraires. Et c'est cette espèce d'opposition qui fait sans doute que les résultats ne sont pas très consistants. Les résultats les plus connus, c'est sur la conversation. Et les gens qui travaillent là-dedans sont convaincus que c'est un signal social, alors que d'après nos recherches, ce n'est pas un signal social. C'est vraiment l'activité interne de la personne qui détermine ça. Donc pour le moment, on ne peut pas s'en servir comme indicateur de troubles particuliers. C'est sur les autistes, on a un petit peu de choses. Voilà, c'est tout. Oui. C'est pas juste un signe de fatigue? Si, ça peut être un signe de fatigue. Et là, oui, c'est aussi utilisé. Il y a un domaine d'étude. Alors, la question, excusez-moi, la question c'est, j'ai tendance à cligner des yeux parce que je suis fatigué. Est-ce que ça compte pas? Oui, ça compte. Il y a ça aussi. Et c'est utilisé pour, justement, dans les systèmes intelligents, pour prévenir la fatigue au volant. Donc, il y a une voie de recherche là-dedans. On a trouvé des voies de recherche là-dedans sur la fatigue. Oui. Après, il y a aussi des façons de cligner des yeux différentes. Pas beaucoup. Mais il y a des clignements plus lents. Et les clignements de la personne qui est fatiguée sont souvent plus lents. Donc là, les yeux restent fermés plus longtemps. Oui, on a regardé, en particulier, si en conditions de conversation, il y avait des clignements plus lents. On n'a pas trouvé vraiment. Mais ça peut, mais c'est souvent un langage explicite, c'est-à-dire vraiment la personne bouge la tête en même temps, et elle ferme les yeux, etc. Mais on a trouvé un continuum, on n'a pas trouvé les 2 populations. Mais certains auteurs trouvent 2 populations, enfin, on parle de population, certains chercheurs ont trouvé 2 types de clignements des yeux. Les clignements lents, qui sont vraiment dédiés à la communication,
et les clignements normaux, on va dire. Voilà. La question qu'on me pose, c'est il semblerait qu'il y a plus d'activité de clignement lorsqu'il y a plus d'activité cérébrale, et donc plutôt qu'une mise en forme de l'activité cérébrale, ce serait juste de bloquer une source d'information. Bloquer ce qui arrive de l'extérieur. Oui, je suis d'accord. C'est bloquer ce qui vient de l'extérieur. Oui, c'est ça. Donc on se déconnecte. C'est pour ça que... Non, mais je veux dire, sans qu'il y ait forcément une mise à jour derrière. Sans qu'il y ait toute la mise à jour derrière. Alors cette histoire de mise à jour, c'est aussi parce que on a des... mise à jour. Oui. L'idée, c'est que c'est un acte mental. De cligner des yeux est un acte mental. Alors, jusqu'où est-ce qu'il va? On a cherché... il y a des auteurs qui ont commencé à regarder d'où venait l'activité cérébrale qui précédait le clignement. Et on est tombé sur le précuneus, qui est une structure à l'arrière du cerveau qui est souvent impliquée dans les états conscients, ou la prise de conscience. Donc, alors on a des hypothèses qui vont plus ou moins loin. Certaines, c'était il y a des relations aussi avec l'hippocampe, c'est-à-dire le siège de la mémoire à court terme, et qu'en fait, cligner des yeux emballerait quelque part la connaissance et permettrait, en évitant la suite, d'encoder. Voilà. Donc c'est l'hypothèse des chunks, ce qu'on appelle les chunks, c'est-à-dire des bouchées d'informations, qui seraient, ou des pelletés, des cuillerées d'informations qui seraient... qui découperaient le flux des entrées cognitives ou de l'activité cognitive elle-même, puisque même quand on parle dans sa tête, on cligne quand même. En tout cas, c'est un événement qui ne marque pas que les yeux. C'est un événement qui va sûrement plus loin. Donc, le clignement permettrait de garder une attention constante et stable. Oui. On peut citer ça, il diminue quand même au fur et à mesure, mais le fait de rester concentré sur une tâche, l'attention, quand l'attention visuelle elle est très impliquée et qu'il y a moins de clignement, ça peut être peut-être sur une courte période, et plus l'activité mentale est... Oui, quand l'attention visuelle n'est pas éternelle, donc il y a un moment où ça s'arrête, et là les clignements augmentent. C'est ce qui a été augmenté, remarqué sur le mensonge. Il y a aussi un autre corpus de données sur les gens qui font des jeux vidéo, et eux, ils gardent parfois les yeux ouverts pendant des minutes entières, et ils ont des troubles. Là le problème de l'humidification de la cornée apparaît. Mais ce sont des minutes sans cligner des yeux. Le fait que les gens clignent des yeux à certains moments et moins à d'autres serait corrélé à leur niveau d'attention visuelle ou d'activité interne. Le problème, c'est que c'est difficile à faire parce que ce sont des choses qui sont spontanées. Et donc, votre flux d'activité mentale spontanée, il a des moments intenses, des moments moins intenses, mais comment est-ce que je peux le mesurer et le mettre en correspondance avec le clignement des yeux? Donc, en laboratoire, on est obligé de contraindre les gens à faire certaines choses. Là, dans les études que nous avons faites là, sur les conversations, les gens ne savaient pas qu'on leur a dit qu'on travaillait sur le langage non verbal. On ne leur a pas dit qu'on travaillait sur les clignements des yeux. Et c'était, voilà. Pareil dans le travail sur la petite voix dans la tête, les gens ne savaient pas qu'on travaillait sur le clignement des yeux, ils étaient juste filmés. Mais dans ce paradigme-là, pour savoir si les gens ne pensent pas, ne pensent pas, n'avaient pas d'attention mentale particulière, on dit qu'on est en vagabondage mental, mind wandering en anglais, en vagabondage mental. Donc il y avait des sondes, c'est-à-dire qu'on demandait à la personne d'être bien tranquille, et à certains moments, on lui disait « bip », dans les 5 secondes qui précèdent, est-ce que tu te parlais, est-ce que tu imaginais un paysage, ou est-ce que tes pensées étaient complètement perdues? Et en fonction de ça,
on sélectionnait le vagabondage mental. Mais on est obligé de faire des sondes, c'est-à-dire on est obligé de perturber la personne dans son comportement spontané pour savoir quel est son comportement, enfin son comportement, pas son comportement, son activité mentale spontanée. On a des grosses difficultés méthodologiques. Voilà, toutes les idées sont bonnes à prendre. Oui. Non, alors c'est Olivier Clerc qui a fait ce travail, et leur travail était vraiment concentré sur les muscles du visage, et donc on a uniquement les données, voilà. Mais on pourrait aller fouiller là-dedans. C'est une très bonne idée. Donc la question c'était, est-ce que dans les travaux sur le vagabondage mental, est-ce qu'on a comparé les clignements spontanés dans les différentes situations? Voilà, je donne la question après la réponse. Oui. Donc on me demande si des gens ont des déficits mentaux, c'est ça, si le clignement des yeux peut être différent. Je n'ai rien là-dessus. On a quelques profils, mais rien de solide, rien sur les schizophrènes. En général, les études sur les schizophrènes, c'est toujours rarement répliqué. Enfin, les résultats sont rarement répliqués. Non, je n'ai rien qui puisse permettre de reconnaître des déficits particuliers. Non. Oui. La question qu'on me pose, c'est est-ce qu'il peut y avoir des asymétries dans les clignements des yeux qui pourraient être dues, par exemple, à un accident cérébral, etc., ou à une fonction particulière. Alors, on ne l'a pas étudié, et donc Emmanuel Descroix, qui a fait, après sa thèse, aurait bien voulu étudier ça, parce qu'il est passionné de langage non verbal, et il y a de nombreuses théories sur le langage non verbal qui dit que les mouvements que l'on fait avec un côté ou l'autre du corps ne sont pas les mêmes selon le contenu de son émotion. Lui, il était convaincu qu'il y avait une asymétrie. Cette asymétrie, elle demande beaucoup plus de matériel. Elle demande d'avoir soit une très bonne analyse de la façon dont les yeux se ferment, soit d'avoir des électromyogrammes qui permettent de voir soit d'utiliser... Donc ça demande un matériel plus lourd. On n'a pas eu le temps de le faire dans le cadre de sa thèse. Lui est convaincu que c'est une piste intéressante, parce que selon lui, les mouvements des mains, par exemple, ne sont pas les mêmes à droite et à gauche selon le contenu. Selon qu'on parle du présent ou du passé, selon que l'on parle de quelque chose de plus positif, plus négatif, plus global ou plus spécifique, il y aurait une asymétrie dans le langage non verbal. Ça n'a pas été très démontré. Et il faut savoir qu'on a des gros problèmes méthodologiques. La tradition de la psychologie scientifique est une tradition dans laquelle les variables sont toujours provoquées. C'est-à-dire, on fait quelque chose et on regarde ce que ça donne. Et la tradition de juste dire ben, faites ce que vous voulez, puis on va voir ce que ça donne. On n'a pas les bons outils statistiques pour arriver à extraire des choses là-dessus. Et même ces expériences-là de conversation spontanée sont assez atypiques. Ce n'est pas des expériences classiques de la psychologie expérimentale. Moi, j'ai travaillé avant sur l'animal, et les éthologues ont... Alors, il y a différentes écoles, mais il y a l'éthologie européenne a une grande tradition d'observation. On laisse l'animal dans un contexte, et on fait émerger les comportements. Mais dans la psychologie scientifique la plus traditionnelle, il y a relativement peu d'activité spontanée. On va dire à la personne, fais ceci, presse sur le bouton, pense à cela, etc. Et on ne va pas juste mettre deux personnes ensemble et regarder ce que ça donne et voir si l'activité cérébrale change. Ce n'est pas dans la tradition. Alors, il y a sur l'attention visuelle, il y a eu pas mal de travaux où on met simplement une personne devant une image et on regarde quels sont les points focaux, mais ça va être toujours la même image qu'on va mettre X fois, etc. Donc il y a
il y a sûrement un manque dans l'appréhension scientifique des comportements spontanés, parce qu'on n'a pas les outils méthodologiques. Il ne s'agit pas d'instruments électroniques ou informatiques, mais voilà. Alors peut-être que l'intelligence artificielle va nous permettre, en lui donnant plein de données, de faire remonter des choses. Oui. Est-ce qu'il y a eu des recherches ou des résultats plus sur un aspect genre chimique, neurobiologique, par rapport à des recherches sur les des résultats sur quoi, pardon? Plutôt d'un point de vue chimique ou neurobio sur le clignement des yeux. Clinique et neurobio, comme je disais, en clinique, il n'y a pas grand-chose. Okay. Et en neurobio, il y a eu... Ça commence à sortir. Donc, comme je disais, sur le précuneus, on a trouvé des centres qui sont plutôt impliqués dans la conscience. Et ça rejoignait nos hypothèses qu'en fait, c'est quand on prend conscience de quelque chose, on cligne des yeux et après on passe à autre chose. Mais non, les données sont... Enfin, les travaux sont pas très nombreux. Non. Merci pour votre question. Merci à tous pour votre attention.